Monde, merci d'être présent dans la salle. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner, être là physiquement avec vous. Bon, étant donné la situation et la travel policy de Bix, ça n'a pas été possible. Donc, de nouveau, merci. Je vous propose qu'on fasse une session sur les challenges de sélectionner la bonne connectivité dans le process manufacturier de tout objet et de tout objet qu'on va donc connecter. Voilà, je vous propose de faire une présentation qui soit interactive. S'il y a des questions, vous pouvez intervenir. Je ne sais pas si c'est possible, je vous l'avoue. Sinon, à la fin de la présentation, on fera un Q&A. Donc, je vous parle un petit peu de Bix et moi, je m'appelle Vincent Godel. Je suis en charge du business development de la solution IoT de Bix. La solution IoT de Bix consiste en une solution de connectivité mobile. Voilà, démarrons. Alors, je vais me cacher. Voilà, super. Alors, on va commencer par un cas d'usage directement pour comprendre ce dont on parle. Un exosquelette connecté. Alors, pour bien résoudre un des maux du siècle, sont les maux de dos, et encore plus spécifiquement pour les gens qui travaillent debout toute la journée et qui portent de lourdes charges. L'idée de connecter un exosquelette, c'est de pouvoir en retirer des données. Voilà, des données entre l'exosquelette et un cloud. Donc, il y a différents types de données, bien sûr, mais qu'on puisse avoir quelques data analytics et puis améliorer la façon de travailler, la santé des gens qui travaillent avec cet exosquelette. Typiquement, le but de ce client de Bix, German Bionic, donc société allemande qui déploie cet exosquelette mondialement, c'était de connecter cet exosquelette via un cloud de façon sécurisée et à un niveau mondial. Donc, ils ont pour ça pris le plus petit dénominateur commun au sein des connectivités, qui est la connectivité mobile, qui est présente partout. On reviendra sur les différents types de connectivité. Alors, quels sont les challenges qu'on rencontre? On fabrique un objet connecté durant le process manufacturier. Alors, il y en a différents. Je vais rester high level exprès. Un des premiers, c'est le design de l'objet connecté. Pardon. C'est le design de l'objet connecté, c'est-à-dire il faut avoir le hardware, le firmware, bien sûr, qui vont inclure le module, l'antenne, le type, les différents types. Ce design, il va permettre à cet objet connecté d'être utilisé dans une région du monde ou partout, on y reviendra, mais surtout, il va répondre à différentes questions, et deux grandes principales, c'est est-ce que cet objet connecté, il va être capable d'avoir une batterie suffisante, si c'est nécessaire, ou est-ce que c'est une batterie rechargeable, et puis le volume de data qui transite. Ça, c'est un élément également conséquent. Le deuxième challenge, c'est que cet objet connecté, et donc la connectivité, tout ce qui entoure cette connectivité, fonctionne. Alors, ça paraît évident comme ça, mais effectivement, pour que ça fonctionne, il faut être capable de le tester durant le process manufacturier et de contrôler ces tests. Donc, il faut avoir une solution qui, idéalement, fonctionne en usine, et puis une fois que c'est déployé, fonctionne partout, avec un premier test terrain. Donc, il faut avoir une certaine homogénéité dans la solution. Voilà. Le but étant de déployer à un scale assez large. Alors, large, ça peut être d'abord du volume. On a beaucoup de volume d'objets connectés, ou géographiquement, c'est relativement large. En l'espèce, le client dont je vous parle veut déployer sur le monde. Certains clients veulent déployer simplement sur une région du monde, disons que ce soit l'Europe, ou sur un pays avec de gros volumes ou pas. Et puis, ça veut dire également s'accrocher à plusieurs réseaux. S'accrocher à plusieurs réseaux, là en l'espèce, la connectivité demandée, c'est la 4G, et il faut être capable de s'accrocher à plusieurs réseaux au sein d'un même pays en 4G, là où c'est possible, bien sûr, et puis avoir une redondance. Voilà, donc on a une question de redondance et de services sur lesquels on puisse compter. Alors,
vous présenter Bix parce qu'on parle d'un cas d'usage, on parle de ces challenges, mais qui est Bix? Bix, c'est un acteur qui est connu des opérateurs mobiles et peut-être pas de vous. Ça fait 3 ans que je travaille dans cet environnement d'objets connectés chez Bix, plus d'une dizaine d'années chez Bix auparavant sur les opérateurs virtuels que j'ai accompagnés. Qui est Bix? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer de nouveau les challenges d'un autre point de vue qu'on rencontre dans ce process manufacturier. Je vais vous détailler un peu la solution en essayant de ne pas trop faire de pub, mais vous compreniez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Et puis, je vais vous parler d'un partenaire qui est important pour nous, qui nous apporte des connaissances et qui a lui-même d'autres partenaires, qui s'appelle Avnet. Et je vais vous expliquer la complémentarité. Alors, Bix, très rapidement, d'utiliser tous les jours et sans le savoir. Parce que notre métier, c'est d'interconnecter tous les opérateurs entre eux. Alors, un opérateur, c'est un opérateur majoritairement mobile aujourd'hui, mais à tous les opérateurs, également ceux qui ne font que de la voix, etc. Donc, notre métier, c'est d'être ce point de connexion internationale. Ça signifie que dès lors que vous appelez les États-Unis, que la personne vous appelle, à un moment ou à un autre, l'appel passera par Bix et je vais vous montrer comment. Dès lors que vous êtes en situation de roaming, vous voyagez demain aux USA, en Australie, peu importe, le point d'accroche entre votre opérateur aux US, dont vous utilisez le réseau, et en France, ce sera Bix. Voilà, on est cet opérateur qui permet de faire fonctionner des communications internationales et roaming. Donc, nous travaillons avec tous les opérateurs mobiles qui sont nos clients. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Ça signifie que Bix est intégré techniquement et technologiquement au niveau groupe chez un opérateur, pas au niveau grand public ou dans le département entreprise, un niveau groupe. Et donc, l'opérateur est vu sur notre réseau. C'est important de comprendre cet élément. Bix a un réseau de fibres d'à peu près 350 000 km, également des data centers. Et ce réseau de fibres, il transite différentes couches, des services opérés, notamment, et on va voir que la solution dont je vais vous parler, qui s'appelle SimForcing, s'appuie là-dessus, qui nous permettent de résoudre en partie les problèmes des objets connectés dans le process manufacturier. Alors, ce réseau, bien sûr, il faut le monitorer. Donc, on a des équipes dans 5 centres de supervision, parce qu'encore une fois, vous l'utilisez tous les jours, l'activité de contrôler les communications qui y transitent et qu'ils nous confient. Alors, Bix, qui sont nos Bix, c'est à peu près 2000 clients, 1,3 milliard, nous sommes 750 personnes, il y a à peu près 16 bureaux dans le monde. Voilà, ça étant dit, le HQ est à Bruxelles, je vais l'expliquer pourquoi. Rapidement, Bix, c'est un opérateur, donc je vais l'expliquer, qui travaille avec tous les opérateurs. Je vais en donner quelques-uns ici, de sorte à ce que vous compreniez que nos clients vont des États-Unis jusqu'en Asie, un client l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australasie également, et toute l'Europe, bien sûr. Et puis des compagnies digitales, pour 2 raisons, et pas uniquement d'ailleurs, pour 2 raisons initialement. Un, parce que les gros .com, GAFA, OTT sont rentrés très rapidement dans la couche télécom et avaient besoin d'avoir des services globaux d'entrée avec un acteur unique, donc ils sont venus voir Bix. Vous utilisez Teams sur Microsoft ou Skype for Business ou d'autres. Il y a de la voix sur IP qui transite d'un point à un autre. Vous avez vu le réseau de fibres de Bix, les data centers. Donc, on devient un partenaire évident pour ces gens-là. Et puis, il y a une seconde raison, c'est que Bix, et je vais vous le faire découvrir, a une branche digitale qui adresse très spécifiquement pour les solutions digitales et d'identité et de fraude ce type d'acteurs. Voilà, Bix, c'est un opérateur qui existe depuis 20 ans. Donc, nous sommes un opérateur d'opérateurs. J'espère que pour vous, maintenant, c'est à peu près clair. Il y a 3 actionnaires qui sont Proximus, qui est le France Télécom belge, Swisscom, le France Télécom suisse, et MTN, qui est le plus gros opérateur en Afrique du Sud et au Moyen-Orient, qui représente à peu près 230 millions d'abonnés. Bix possède une société qui s'appelle Telesign, et je vous en ai parlé. C'est la branche digitale des gros acteurs OTT pour leur proposer des solutions d'identification et de fraude. Voilà.
Alors, revenons sur les challenges de la connectivité connectée. Alors, un objet connecté, ça peut utiliser différents types de connectivité, bien sûr. Ça peut être du Bluetooth. Vous avez un terminal de paiement, vous êtes dans un taxi, vous payez avec un terminal de paiement, un SumUp par exemple, et la connexion entre le SumUp et le téléphone du conducteur se fait par Bluetooth. Elle pourrait, pour certaines raisons, elle pourrait aussi se faire par connectivité mobile dans des entreprises et dans des entrepôts. Ça peut être d'autres types de connectivité, du LoRa, du Zigbee, de la connectivité câble, de l'Internet, du Wi-Fi, très simplement, un LAN. Il y a différents types de connectivité. Ce dont je vous parle, c'est le challenge d'un objet qu'on va manufacturer et qu'on va envoyer partout dans le monde. Alors, je vous ai donné l'exemple des exosquelettes. C'est un excellent cas d'usage parce que l'idée pour German Bionics, c'est de dire à partir du moment où j'envoie mon exosquelette et qui va être utilisé par une compagnie A, alors je dois également proposer d'améliorer et de monitorer cet exosquelette. Et donc German Bionics doit contrôler la connectivité entre cet exosquelette et le cloud. Alors, ça va être vrai pour des gens qui font des vélos, qui les connectent par exemple, des containers, des voitures. Vous citez un certain nombre d'exemples, mais je suis persuadé que vous les avez également en tête, puisque vous les utilisez tous les jours. Et l'idée, c'est de ne plus laisser la connectivité en dehors de l'objet. Je vous donne un exemple que j'ai rencontré, qui est un peu surprenant. Quelqu'un qui fabrique des voitures d'un nouveau genre et qui les connecte, mais qui n'a aucune vue sur la connectivité, qui ne maîtrise pas cette connectivité. Et dès lors que la carte SIM n'a plus de data, eh bien cet opérateur, ce constructeur, n'a plus de vue. Or, l'industrie aujourd'hui doit changer. On shift complètement. Il y a un pivot qui s'opère. Et le pivot, c'est de dire à quelqu'un qui fabrique un objet connecté, ayez la main et fournissez un service qui soit end-to-end, qui vous permette d'offrir un objet, de le connecter, d'avoir la data sur cet objet et d'en analyser la data. Le service sera plus riche et plus conséquent. Alors, cette connectivité, les challenges, je vous en ai parlé, j'ai adressé certains challenges. Si on se place d'un point de vue de la connectivité simplement et qu'on s'éloigne un peu du hardware, du software, du firmware, etc., eh bien, il est de sélectionner une connectivité qui soit simple et qui puisse adresser peu ou prou l'ensemble des cas d'usage. Alors, l'ensemble des cas d'usage, on a différents types de trafic. On a des trafics qui sont pur M2M. J'ai un objet connecté qui va prendre la température d'un champ, la météo, etc., et qui va envoyer quelques kilo-octets par jour, par mois, jusqu'à l'opérateur de cet objet connecté. C'est le pur trafic M2M. C'est montant. Ce device, en plus, il est statique, ce qui est assez différent d'un objet connecté qui serait un écran qui serait posé sur un mur. Et je vais imaginer par l'absurde, mais imaginez un énorme écran à Times Square aujourd'hui qui soit connecté via le mobile. Et là, c'est énormément de data. Donc là, c'est du high bandwidth. Il est aussi statique, mais il a bien sûr de l'essence sur les autoroutes. Typiquement, on va avoir également besoin d'un certain nombre de data et cet écran, on va le fabriquer dans un endroit et l'envoyer un peu partout dans le monde. C'est les différents cas d'usage auxquels on se retrouve confronté et les challenges, c'est de répondre sur la partie connectivité à est-ce que j'ai besoin de beaucoup de volume data, d'être capable de le faire transiter ou peu de volume data. Ça a des impacts sur le réseau, notre réseau et les réseaux d'opérateurs qu'on utilise. Je vais y revenir. Et c'est important de les maîtriser, ces impacts. Si le device est en mouvement ou pas, ça a des impacts. Si le flux est descendant ou montant. Et puis, un déploiement à une échelle, qu'elle soit régionale en Europe, par exemple, ou mondiale, ça a un impact également. Et l'impact sur ce déploiement uniquement au sein d'un seul pays, mettons que ce soit la France sur plusieurs réseaux, ça a un impact aussi, c'est un impact pour celui qui fabrique, bien sûr, ces objets connectés. Et l'idée, c'est de prendre et de considérer l'ensemble de ces impacts durant le process manufacturier. Voilà. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
Alors, l'idée, c'est de rendre une connectivité simple, un accès simple sur la partie mobile, de simplifier, de donner le contrôle et la liberté à un industriel. Un des challenges de la connectivité mobile, c'est d'adresser la 2G, la 3G, la 4G, la 4G pour objets connectés qu'on appelle le LTEM et le Narrowband IoT, tous ensemble au sein d'un même écosystème, de faire en sorte que pour un acteur manufacturier industriel, ce soit simple. Et en général, c'est assez compliqué. Alors, faire en sorte que ce soit simple, c'est technologique, mais pas uniquement. Ça peut être également réglementaire. Il y a certains endroits où on va accepter simplement de travailler avec un opérateur local, que ce soit la Turquie, le Brésil, etc. Il faut être capable de rendre cette complexité simple pour un industriel. Donc, vous voyez, il y a l'ensemble de la fabrication même de l'objet connecté qui va comprendre toute la partie, je l'ai dit et j'y reviens, hardware, firmware et l'environnement SIM, antenne, module, etc. Et puis, il y a la connectivité en elle-même qu'on doit prendre en compte dès le départ. Alors, pourquoi on va la prendre en compte dès le départ? Eh bien, parce que si vous déployez un objet de façon globale et que vous dites, moi, je veux avoir du LTEM, donc la 4G, vous allez devoir un module AD du LTEM ou 4G pour objets connectés partout dans le monde aujourd'hui disponible? Non, absolument pas. C'est à peu près dans une trentaine de pays. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce challenge? Probablement, mais des réseaux de fallback qui puissent permettre à un objet connecté de fonctionner en permanence. Voilà, ça, c'est un des défis des industriels auxquels ils sont confrontés chaque jour, auxquels j'essaye, avec l'ensemble des partenaires avec lesquels je travaille, de répondre. Une des, et la dernière des, comment dirais-je, pardon, du challenge qui sont à adresser et à répondre, auxquels on doit répondre pour les industriels, c'est comment est-ce qu'ils contrôlent cette connectivité. Voilà. Alors, la connectivité, c'est une SIM, quelle que soit la forme de la SIM. La SIM, c'est un concentrateur qui va recevoir et émettre la data de façon high level. Et l'idée, c'est qu'un industriel ait la vue sur cette data qui transite. Combien est-ce que j'ai de SIM, de eSIM, peu importe d'ailleurs. Et est-ce que moi, industriel, moi qui crée ces exosquelettes, une voiture connectée, des objets de santé connectés, je peux avoir un contrôle sur ces SIM? Est-ce que je peux voir le trafic qui transite de ces SIM vers ces SIM, depuis ces SIM vers mon cloud, qui arrive sur mon cloud? Est-ce que je peux contrôler si une SIM, si la data n'arrive plus? Pourquoi? Et il s'agit aujourd'hui de donner la main à tous ces industriels. Voilà. Donc, le défi de ces industriels, c'était encore une fois, et pour terminer sur cette partie-là, d'envoyer un objet connecté, soit de ne pas le connecter ou de confier la connectivité à un acteur local. J'envoie mon objet connecté, mon respirateur aux États-Unis, et je vais essayer d'avoir un deal, ou mon distributeur va avoir un deal avec AT&T, Verizon, etc. Moi, je n'aurai pas de vue, moi, industrielle, ou alors je devrais faire une intégration avec le back-end, le front-end de AT&T, et ainsi de suite, partout dans le monde. Donc, c'est relativement complexe. Encore une fois, ça, c'est un vrai challenge. Et pour résoudre ce challenge, il est temps de donner aux industriels la capacité de se connecter à un environnement qui soit unique et qui fonctionne avec l'ensemble des opérateurs. Là, Bix, je vous l'ai expliqué, nous sommes un fournisseur des opérateurs et nous avons créé un système virtueux où nous devenons un client des opérateurs. Notre réseau fibre est connecté à 130 data centers et donc on va utiliser le réseau locaux pour faire transiter de la donnée. On garde un exemple du respirateur. Je suis un fabricant français qui fabrique des respirateurs. Je les envoie aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon. Eh bien, avec un environnement SIM unique, mon respirateur va fonctionner partout et la data sera renvoyée par Bix vers mon cloud peut-être sécurisé. Vous avez vu qu'on a un réseau qui est mondial. Donc, on s'est séparé de trafic de l'Internet public, sécuriser la solution et faire en sorte que l'industriel, pour lui, ce soit complètement facile et sans anicroche. Bien sûr, il y aura des problèmes techniques, on va y revenir. Et ces problèmes techniques, je vous l'ai montré, c'est comment est-ce qu'on les monitore. Et vous avez vu qu'on
Alors, on va s'éloigner un petit peu de Bix pour se concentrer vraiment sur cette histoire de problème du process manufacturier. Ce process manufacturier, ce qu'on constate depuis les dernières années dans lesquelles on s'est fortement concentré dans l'IoT et où on propose une SIM qui soit data et SMS qui fonctionne à niveau mondial, c'est qu'effectivement, ça doit être compris et intégré dès le départ. La connectivité fait partie de la SIM, de l'environnement chipset, fait partie du module. Et d'emblée, il faut que les industriels considèrent quelle connectivité ils vont mettre, et ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu fou si on est un professionnel de l'environnement, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas le cas, et ça ne l'est pas toujours. Pour être très honnête avec vous, dans un certain nombre d'endroits, ce n'est pas du tout considéré comme une chose importante dès le départ, et ça intervient trop tard. Donc, l'idée, c'est de simplifier également le process de sourcing, je l'ai dit, avec un acteur unique. Alors, je ne vais pas faire la promotion de BIC parce que nous sommes là, il y a de la concurrence et c'est tout à fait sain. Et l'idée dans cette nouvelle solution, c'est de créer un écosystème où, pour les achats uniques, de sorte à ce qu'opérationnellement, on déploie une solution qui complexifie les choses. En cas de problème, on va s'adresser à un NOC, un Network Sounding Operation unique, qui va nous permettre de résoudre les problèmes plus rapidement. Voilà. Alors, l'idée cible, c'est de créer un process manufacturier, une chaîne opérationnelle qui soit plus simple. J'essaierai de revenir là-dessus de façon. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais l'idée, ça peut être, et là, vous voyez, c'est un cas un peu spécifique, c'est qu'on crée une carte SIM où il y a ce qu'on appelle un bootstrap. Et très simplement, c'est de dire qu'un industriel peut avoir une carte SIM, quel que soit le niveau de carte, encore une fois, qu'il embarque dès le départ, avec un petit peu de data dans sa SIM, et où qu'il l'envoie dans le monde ensuite, il peut créer un data plan qui corresponde à l'objet connecté dans chaque pays. Alors, je vous donne un exemple de nouveau. Je vais rester sur cet exemple d'exosquelette. Eh bien, je crée un exosquelette dans lequel que je connecte, mais moi, cet exosquelette, je le revends à quelqu'un. Et peut-être que cette entreprise qui utilise mon exosquelette en Chine, en Thaïlande, peu importe, souhaite avoir un data plan qu'elle va choisir elle-même. Je vais vous montrer comment, qui soit de tant de mégabits, de gigabits, peu importe, par mois. C'est l'entreprise qui va contrôler ce qu'elle souhaite faire transiter. Alors, je vais essayer d'être relativement exhaustif sur cette solution de connectivité. L'idée de cette solution de connectivité, c'est de donner le contrôle et la liberté aux entreprises, aux industriels. On revient toujours sur cette logique de si j'embarque une connectivité dans mon process industriel, alors déjà, j'ai une certaine liberté. J'ai un contrôle que je n'avais pas avant, puisque vous comprenez tout à fait. Si je crée un nouveau connecté, j'envoie mon respirateur aux États-Unis et avoir un provider local, on n'est déjà plus dans le contrôle. C'est plusieurs back-ends qu'on va intégrer. Et puis, on n'a plus le même pouvoir de négociation non plus. Plus on a j'ai un fournisseur mondial, eh bien, j'ai plus de volume avec lui. Donc, j'ai un pouvoir de négociation plus important. Sur la liberté, je vais vous expliquer aujourd'hui pour un industriel et la valeur pour cet industriel d'avoir la liberté. Alors, je vais essayer d'être exhaustif là-dessus. Nous, chez Bix, et moi, profondément, il est temps, liberté, d'avoir la possibilité d'avoir le contrôle et la liberté de quitter son fournisseur. Alors, c'est un virage, c'est important de dire ça, mais de donner la liberté de quitter son fournisseur, c'est dire à son fournisseur, soyez bon, bien sûr, il y a une relation balancée, mais alors c'est un virage. En tant que fournisseur, on doit aussi pouvoir se challenger nous-mêmes. Voilà. Et donner cette liberté, ça ne veut pas dire que quelqu'un s'en va directement. Ça peut être pour un client. Comment est-ce que ça fonctionne?
de nos clients, et d'anticiper tous les problèmes. Parce que des problèmes, on va en avoir. On a un objet connecté qui n'aura plus de connectivité. Ça arrive, réagir. Donc, plus on comprend ce client, son business model, sa chaîne, plus on peut l'aider. Voilà. Donc, c'est là qu'on se met en danger. Alors, l'idée d'objet connecté, vous le savez, je crois qu'on est tous aussi dos, vous physiquement, pour ça. C'est pour offrir une automatisation, mieux les services, dégager une marge opérationnelle plus importante. C'est pour innover. C'est pour optimiser et comprendre, typiquement, donné au départ l'exemple des exosquelettes, l'aide vers une plateforme, c'est de comprendre ce qu'il en est fait. Alors, notre plateforme, la plateforme Data Analytics qu'on va plugger via un cloud, et va vous permettre de comprendre comment se comporte votre objet connecté. On peut l'améliorer et comment est-ce qu'on peut offrir de services supplémentaires à tout ça. Bix, on est un acteur de cette chaîne et notre métier, c'est de faire que la data transite correctement sur plusieurs réseaux, sur différentes technologies mobiles et que ça fonctionne de façon sécurisée. J'y reviendrai. Alors, comment est-ce qu'on fait ça de Bix? C'est un réseau de fibres. On n'est pas un opérateur mobile au départ. Ça, c'est important de comprendre. On est un fournisseur de ces opérateurs mobiles. Pour offrir cet environnement de connectivité mobile, on est devenu un petit opérateur mobile. C'est un MVNO, un opérateur virtuel. Les MVNO, BIC, ça fait plus de 15 ans qu'on les supporte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, supporter un MVNO, un opérateur virtuel? Il y en a en France, je ne peux pas trop citer de nom, et il y en a des gros un peu partout, par exemple Virgin Media au UK et bien d'autres. Eh bien, cet opérateur virtuel va créer des accords avec tous ces liés. Eh bien, il va s'adresser à un opérateur international comme Bix qui va lui permettre de joindre le monde. Voilà, l'idée, c'est de multiplier, c'est d'avoir quelques fournisseurs pour ne pas s'appuyer que sur un seul et partage les risques. Les opérateurs virtuels. Et Bix, comme je vous l'ai dit, nous, encore une fois, c'est de connecter tous les opérateurs mobiles entre eux. On pourra en revenir sur une question de Q&A si ce n'est pas très clair. C'est un métier qui peut être un peu compliqué à comprendre, mais sachez simplement de toute façon que quand vous utilisez votre téléphone mobile et que vous appelez, que vous recevez des appels ou que vous êtes en roaming, à un moment, il y a un acteur comme nous derrière. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et donc, cet environnement télécom et MVNO, on le connaît bien, on le maîtrise parfaitement. Et donc, on a souhaité devenir nous-mêmes un petit opérateur mobile. Donc, on est devenu un MVNO. Et on n'a rien changé à notre chaîne de production. On l'a simplement amélioré sur cette partie-là des industriels pour connecter leurs objets. Voilà, alors, l'idée, c'est des challenges qui sont différents suivant les industriels. Et peu importe quel que soit le secteur d'activité et d'industrie, intervenir, on fera notre mieux pour intervenir et travailler avec le meilleur environnement mobile. Voilà. Alors, je vais vous parler de Bix, mais je pense que c'est un peu plus large. On va essayer de ce slide pour pas que ce soit centré sur Bix. Ce qui est fondamental aujourd'hui, pour donner le contrôle et la liberté industrielle, c'est qu'il soit global, ou en tout cas qu'elle s'appuie sur plusieurs réseaux au sein d'un même pays. De contrôler ce qui est connecté ou ce qui ne l'est pas. On va y revenir, bien sûr. Cette plateforme, encore une fois, peut être via API. C'est de créer un environnement économique qui soit un peu nouveau, qui épouse le business model de l'industriel qu'on va créer
un environnement économique, une proposition de valeur qui soit conforme au business model, je vais y revenir, et puis un support qui travaille 24/7. Parce que effectivement, si vous avez un heure ouvrée et si personne ne vous répond, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir un support qui vous réponde et qui ait des engagements de temps de réponse et des engagements de temps de réparation. L'environnement industriel ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne plus avoir de vue, de s'adresser à une black box. Il doit être capable, et on doit être capable, nous, les professionnels de ce secteur, de résoudre les problèmes de ces industriels. Alors, ça peut être un niveau, ça peut être sur plusieurs pays, sur le monde, ça peut être au sein d'un même pays. Un terminal de paiement, typiquement, dans lequel on va connecter. Un de ces challenges, c'est de fonctionner où qu'il soit le réseau. Donc, dans ces terminals de paiement, on va mettre un environnement de connectivité et de cible qui lui permettra de se connecter sur un réseau ou sur un autre, en France par exemple, de sorte à ce que le marchand puisse processer son paiement. Je crois qu'on a tous vu, avec une mauvaise connectivité, quelquefois obligé de sortir dans la rue pour processer le paiement et quelquefois être un peu ennuyé parce que ça ne fonctionnait pas bien. Pour eux, c'est enquiquinant parce qu'ils pourraient perdre une vente. Et donc, tout le temps passer avec un client sur lequel ils n'ont pas fait une vente et un problème qui apparaît comme un gros problème avec une solution un peu plus simple, en tout cas, c'est-à-dire c'est d'avoir une SIM qui va à différents opérateurs. Il n'y a pas de magie, encore une fois, on va utiliser les opérateurs parce que ce sont nos clients, nous donnons leurs clients pour eux, avec leur accord, bien sûr, encore une fois, c'est tout à fait clé de comprendre. On est intégré et connecté avec ces opérateurs au niveau groupe depuis très longtemps. Donc, c'est un système tout à fait vertueux. C'est très important de le comprendre. La plateforme de connectivité, de management de connectivité, je vais y revenir. On va la détailler un petit peu plus ensemble. Le business model ad hoc, je vous ai dit que j'y reviendrai. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est important et assez novateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un industriel qui a 10 000 objets connectés qui vont transiter quelques kilo-octets de données, je mets une station météorologique dans un champ, voilà, j'en ai 10 000, mais ça génère très peu de connectivité par mois. On ne peut pas proposer le même. J'ai une centaine d'écrans que je déploie dans le monde et chaque écran va générer 100 gigas, 1 Tera par mois. Vous comprenez? On doit être capable qui embarque 10 mégas, 100 mégas, de 1 giga et dès lors qu'on dépasse ce qui est embarqué dans la carte SIM, alors on paye un premium. Ça, c'est le vieux modèle des cartes SIM que nous, on avait dans l'environnement retail. Mais un industriel, son métier, c'est de faire des économies d'échelle. Donc, on doit être capable, nous, professionnels des objets connectés et professionnels de la connectivité, de leur fournir un modèle qui soit en adéquation avec le business au volume, va prendre encore plus de sens. Et puis, le dernier élément, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un support qui n'a pas vécu. On a accès à pas grand monde. Alors, où ça peut être un peu plus compliqué, mais nous, on y a accès quand même. Mais alors, quand on est un industriel, on ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Ça doit être immédiat. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir des équipes qui sont un peu différenciées, une qui puisse comprendre le business model d'un client, qui, encore une fois, une SIM, c'est une chose, mais quand on met une SIM dans un objet connecté, peut-être que derrière un tunnel sécurisé, un VPN, on va utiliser une IP spécifique pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais vous comprenez qu'une architecture, un design, il peut être assez compliqué aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'est de créer quelque chose qui colle. Et pas fait ça, alors que l'équipe qui travaille 24/7 comprenne tout cet environnement et puis puisse répondre dans des temps impartis à un industriel. Alors, la connectivité, je vais y revenir
rapidement, hein, un des challenges, qui l'a redite, mais je le dis un peu, c'est de comprendre si je crée un respirateur, pardon, je manufacture un respirateur et que j'envoie à chaque fois dans un pays, soit soit je ne le connecte pas et il est connecté pas de vue sur quelle data transit, eh bien je perds une partie du business potentiel où je pourrais enrichir mon offre, puisque si je connecte mon respirateur, je peux apporter plus de services. Et puis, si en plus je le connecte avec un acteur à un niveau mondial, eh bien alors ça va simplifier parce que dès lors, je vais pouvoir tester la connectivité durant le process manufacturier. On y revient. Et puis peut-être qu'on va pouvoir créer un environnement de SIM et de modules, toute la chaîne suit, qui soit tout à fait spécifique. Et peut-être que je peux utiliser aussi une eSIM. Vous voyez que là, il y a un environnement SIM qui est le nôtre, puis il y a Avnet, encore une fois. L'idée, c'est d'être ouvert et c'est de proposer à l'industriel d'avoir la liberté de choisir un écosystème qui soit performant et de délivrer à différents niveaux géographiques, que ce soit localement ou internationalement. Alors, la connectivité, je vous en ai parlé. L'intérêt pour l'industriel, c'est de comprendre ce dont il comprendre, pour être très simple là-dessus, assez synthétique. Et l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on a besoin de différents types de connectivité. Beaucoup d'industriels qui viennent nous voir qui me disent « mais moi, je veux du narrowband IoT ». Fantastique, le narrowband IoT, je voudrais que ça marche partout dans le monde. Alors, ce n'est pas le cas. On sait que l'Internet, je vais simplifier, hein, que vos cheveux ne se hérissent pas. Ça fonctionne à peu près partout dans le monde, hein, si on se connecte en Wi-Fi. De retrouver un mobile, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Chaque pays a un écosystème différent. C'est-à-dire que dans cette… alors, je vais en Suisse, chez Swisscom, j'ai de la 5G. Bien sûr, vous connaissez le Japon, tout en avance, il y a déjà de la 5G. Il y a des pays où il n'y a que de la 2 et 3G. Donc, on doit être capable de combiner une solution, de créer une solution qui puisse permettre d'un qu'on fait. Et puis, il y a une seconde solution que je vais survoler, sinon ça prendrait beaucoup de temps, c'est la sécurité. On entend tous aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets connectés qui se font hacker. Ça devient de plus en plus problématique. Et donc, on doit être capable de conseiller également un industriel de prendre dès présent et pas dans le futur. C'est-à-dire que ce n'est pas un add-on, ce n'est pas un luxe que de connecter un objet et de le sécuriser. Ça doit être fait dès à présent. Ça signifie sinon, et sans quoi, que l'objet connecté et tout son écosystème, c'est-à-dire toute la data que je rapporte vers ma plateforme, est à défaut, le service peut tomber, ça signifie que l'industriel est mis à défaut et en subissent des dommages et puis ensuite sont mécontents. Donc, c'est cet ensemble de problématiques de connectivité auxquelles il s'agit de répondre. Nous, bien sûr, Dix, on se propose de répondre auxquelles nous répondons aujourd'hui. Alors, l'idée également, je vous l'ai expliqué, c'est de donner une vue à un industriel. Et qu'aux États-Unis, et ça c'est un exemple, encore une fois, j'aime bien raisonner. Alors pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Le Covid arrive, malheureusement beaucoup de gens sont malades, ils ont besoin d'un respirateur. Alors, en France, on a une santé qui nous permet de garder un respirateur peut-être toute la journée. Si vous êtes dans un pays anglo-saxon, eh bien, votre assurance va appeler l'hôpital et veut vérifier que le respirateur, combien de temps vous l'avez utilisé? 8 heures, 2 heures, parce que l'assurance va payer l'hôpital le temps d'utilisation du respirateur. Mais pour connaître ce temps d'utilisation, eh bien, il faut connecter le respirateur. Et donc, on saura que vous, patient A, vous l'avez utilisé tant de temps. Donc, si moi, je crée un respirateur, je peux permettre à l'assurance de savoir le respirateur a été utilisé par monsieur X, peut permettre même à l'assurance d'accéder à cette interface en temps réel. Et ça, c'est un élément qui est absolument fondamental parce que c'est un shift dans le business model. C'est-à-dire qu'on donne une vue non seulement à l'industriel qui va créer les objets connectés, mais à ses clients. Voilà.
peut complètement uniquement de la connectivité, il est de tout l'environnement qui compose cet environnement d'objets connectés. Donc, on peut contrôler, on peut manager, on peut dire qu'une SIM, encore une fois, a besoin de 100 mégas, peu importe. Les clients, ce sont les qui doivent décider de ça. Eux, ils doivent acheter de la data en gros chez un acteur. C'est ce qu'on propose. Et l'industriel, lui, va jouer avec ses économies. Je terminerai sur ce slide en disant que, vous voyez, il est mentionné fraud prevention. On revient à cette histoire de l'intérêt point de fraude, de système anti-fraude, pardon, plus spécifiquement. Eh bien, c'est d'anticiper éventuellement des problématiques de fraude. Est-ce qu'une SIM génère trop de data alors qu'il était à attendre de lier une SIM à un objet connecté. Et si c'est une SIM plastique et qu'elle est sortie de l'objet connecté, elle ne fonctionnera plus. Je vous donne un autre exemple. On a vu, pardon, excusez-moi, on a vu dans les containers connectés qui comportaient un module qui avait des SIM plastiques et les professionnels du shipping se sont aperçus qu'il y avait des SIM ce type d'interface. Et donc, l'idée, c'est déjà qu'une SIM peut émettre ou recevoir avec une interface comme ça, où ils ont la main et le contrôle. Et puis, ils pourraient également ils devraient avoir la capacité, et c'est ce qu'on leur offre, une SIM, dès lors qu'elle est sortie d'objet connecté, si elle n'est pas soudée, eh bien, elle ne fonctionnera pas. Elle est complètement loquée. Alors, cette interface, c'est une interface, c'est la nôtre. On l'a fait évoluer sur le sujet de fabrique des objets connectés. L'industriel, lorsqu'il va fabriquer son objet connecté, il va tester d'emblée, il va lier la SIM à un respirateur, un exosquelette, à une voiture, un compte, peu importe, là-dedans. Et puis, il va s'amuser à voir si la SIM génère du trafic ensemble de ces objets connectés. Voilà. Donc, cette plateforme, elle permet à un industriel de voir toute la data qui sera générée par un objet, par un groupe d'objets, peu importe. En tout cas, lui contrôle. On est toujours dans cette logique de contrôle. Il faut voir ce que ça lui coûte. Et puis, une fois qu'il a déployé à un niveau plus important, il peut contrôler l'ensemble et puis faire cette économie d'échelle. On est tout à fait sur cette logique industrielle qui peut offrir à son client qui aura vu sur ses propres objets connectés, pas ceux des autres clients. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit vertueux. Le contrôle, c'est clé pour un industriel de contrôler. On l'a dit, je l'ai redit, c'est très, très, très important. Le contrôle, c'est qu'un industriel puisse lier un objet connecté, un groupe d'objets connectés, un respirateur aux États-Unis, un vélo à un autre endroit, eh bien, je décide que moi, industriel A, que cet objet connecté pourra utiliser 100 mégas de data ou de façon limitée. On a la capacité de créer autant d'environnements le plus flexible possible. Et cet objet, c'est cet environnement SaaS ou accessible par API. Bien sûr, le process manufacturier, c'est d'avoir la data en temps réel. On a manufacturé leurs objets connectés, les créer parce qu'ils n'avaient jamais de vue de temps réel de leur connectivité. Alors, ils sont tout à fait capables de créer un respirateur, une voiture, de manufacturer, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'ils ne savent pas rapidement, c'est est-ce que connectivité à cet objet connecté. Parce que quelquefois, ils ont absolument zéro vue ou c'est à plus 24 heures, plus 48, peu importe.
L'idée, c'est qu'en temps réel, autour d'expériences sur les objets connectés existants qui transitent, qui émettent et reçoivent de la data pour continuer à améliorer leur chaîne de production. Voilà. Et ça peut être complètement lié à la plateforme d'analytics, ce qui vous permet d'améliorer en permanence également les produits et d'évoluer technologiquement. Alors, vous voyez que cette plateforme, elle permet également une plateforme aujourd'hui, en fait, elle doit permettre à un acteur d'utiliser les réseaux qui sont mis à disposition. Je dis que cet objet peut utiliser de la 2G, de la 3G, où je fais ce que je veux. Une plateforme est capable, cette plateforme est capable. En Espagne, je veux utiliser l'opérateur Yoigo MásMóvil et pas utiliser Vodafone, par exemple, ou quelle que soit la raison, c'est l'industriel qui a sa raison, ou son distributeur, ou ses clients. Nous, notre environnement, les gens comme nous, c'est de mettre cette flexibilité à disposition des industriels. Encore une fois, ils doivent être capables de coller au business model de leurs clients et de réaliser des économies d'échelle. Alors, je raisonne par l'absurde parce que là, bien sûr, c'est laquelle moi j'ai. Et vous voyez qu'il y a un menu déroulant qui donne tous les opérateurs auxquels je peux avoir accès en test. L'idée, c'est que si je reviens sur le suivant, voilà, en Albanie, je ne souhaite pas travailler avec Eagle, eh bien, je barre Eagle Mobile et puis je n'utiliserai pas Eagle Mobile et puis non, je souhaite la suspendre. Ça veut dire que si elle a n'est pas facturable. Voilà. On en revient toujours dans ce processus manufacturier de dire à un industriel, vous avez le contrôle aujourd'hui et vous êtes capable, en connectant une forme d'analytics, ce qui n'est pas notre métier, c'est d'analyser plus finement ces données. Alors, un élément, c'est une bonne transition sur le business model. Nous croyons être nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, par exemple, et dès lors qu'ils ont une carte qui a un data plan et que ce data plan est fini et qu'ils ont un firmware upgrade, eh bien, les coûts s'envolent. L'idée, c'est d'être capable, dans la flexibilité, la liberté, de dire qu'un objet connecté, une fois par mois, une fois par an, peu importe, aura à effectuer et que ça va être cher à lui, industriel, puisqu'encore une fois, on est sur de la data au volume et donc sur des économies d'échelle. Voilà. L'industriel, vous voyez, il a tout à fait la capacité de dire mon objet connecté, eh bien, une fois par mois, eh bien, il n'aura plus, droit à 10 mois, à 10 mégas, pardon, il aura droit à 150 mégas. Alors, l'intérêt, quel est-il? L'intérêt, encore une fois, c'est que lui, en tant qu'industriel, il peut contrôler le firmware upgrade additionnel. Il va avoir un package de data qui va allouer à ses objets connectés et il peut contrôler ses coûts. Et donc, évidemment, ça, on engage tout dès lors qu'il est en train de créer son objet connecté et le connecter. Donc, il va le créer en usine, mais dès lors qu'un objet connecté est dans un pays, quel qu'il soit, on l'engage à tester. Et on va supporter, bien sûr, les tests qui sont faits pour améliorer tout problème rencontré. Alors, ça, c'est un module de revente, on l'a évoqué ensemble. Bien sûr, il va être flexible, il va être accessible par API de façon relativement simple, avec du JSON, hein, qui est un langage qui vient du Java, comme vous le savez probablement, et c'est donner un environnement monétique qui est important. Alors, pourquoi est-ce que parler d'un business model, en quoi c'est relié au process manufacturier? Et ça, c'est clé, parce que dans l'environnement, quand on manufacture et qu'on crée un produit, quand on industrialise, un des premiers éléments, c'est bien sûr les coûts, c'est le budget. De technologie que l'environnement reporting et également l'environnement financier. Et comment ça fonctionne? Moi, je dois avoir vu sur mes coûts. Je suis un acteur qui fabrique un objet connecté. Je sais qu'il va transiter X data. J'estime à peu près. Donc, je dois être capable d'acheter la data
Et plus j'en achète, moins ça me coûte cher, bien sûr, à l'unité, c'est industriel. Et moi, industriel, je dois être capable de faire ce que je veux avec cette data et de créer mes propres plans tarifaires. Peut-être que le respirateur que je vais vendre, c'est peut-être un exemple malheureux, mais c'est actuel, que je vais vendre à un client A aux États-Unis, il aura tant de data, et puis dans un autre endroit, ce sera différent, ou la voiture connectée aura ça, le container connecté, le vélo, etc. etc. Encore une fois, c'est donner la main. Donc, c'est fondamental de l'envisager dès lors qu'on débute un process industriel. Ça, je pense que vous en êtes tous conscients, on le sait tous, puisque une des premières personnes auxquelles on s'adresse, c'est un acheteur. Alors, ce qui est demandé aussi, et j'y reviens dans le processus industriel, dans les challenges, hein, on l'a dit, souvenez-vous, c'était le bloc 5, et on ne peut pas ignorer. Et, 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 et quel que soit le type d'acteur. Alors, c'est d'avoir un service client et peut-être qui soit divisé en deux. Nous, c'est ce qu'on propose. On est une équipe qui va comprendre les besoins du client à différents niveaux. Alors, l'idée d'une équipe qui fasse du Customer Success, c'est le nom qu'on lui a donné, comme vous comprenez, et c'est que cette équipe va comprendre l'environnement et va… Je conclue, merci. C'est qu'on comprenne l'environnement d'un industriel, qu'on crée la solution ensemble, et donc on adresse ces challenges pour conclure là-dessus. Et ces challenges, ça doit être, une fois que c'est compris, eh bien, dès lors que le client a un appel à produire Verbic, qu'il y a un problème, il va s'adresser à cette équipe qui travaille 24/7, qui a accès à toutes les informations. Voilà. Très rapidement, que je sais qu'il me reste 3 minutes, voire 2 minutes pour conclure. Le prochain arrête Avnet Silica. Et l'idée de travailler avec Avnet Silica, eh bien, c'est d'assembler leurs compétences technologiques sur cette chacun garde sa compétence, son niveau d'intervention, force et les nôtres. On croit profondément qu'on donne un contrôle et une liberté aux clients. Avnet et Unissim, on va aussi le client danger de fournisseurs de connectivité, par exemple. Donc, c'est se mettre en danger, mais c'est savoir s'améliorer. Voilà. Je termine là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été clair pour vous. Vous avez mes coordonnées. Je vous invite à me joindre. Vous avez des questions à avoir.